Salut tout le monde! Il est probable que vous connaissiez déjà le roman Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, notamment si vous êtes déjà passé sur ma chaîne parce que j'en parle tout le temps. C'est une œuvre riche et complexe qui contient de nombreuses clés de lecture et qui contient encore de nombreux mystères qu'il faut encore déchiffrer. Si je devais définir de quoi parle ce roman, je dirais que ça parle du rapport entre l'homme et la nature, des relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. C'est aussi un livre qui parle de vengeance et de la frontière entre le bien et le mal. C'est également un roman qui parle d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce roman. Par contre, je pense que c'est une erreur de considérer que Les Hauts de Hurlevent est un roman d'amour. Notamment, il y a une édition française des Hauts de Hurlevent où il y a une phrase de Georges Bataille, je crois, sur le devant du livre où il y a écrit oh là là, c'est le plus beau roman d'amour de tous les temps. Il y a une phrase comme ça. Et vraiment, quand je vois cette édition, je roule des yeux parce que je me dis, bon, il est sympa, Georges, il dit un truc sympa, mais est-ce qu'il a vraiment lu le roman pour le considérer comme le plus beau roman d'amour de tous les temps? Pour ma part, je considère que Les Hauts de Hurlevent est un roman profondément sociopolitique. Et je considère notamment que l'une des plus grandes thématiques de ce roman, si ce n'est la principale thématique, c'est la lutte des classes. Un grand nombre de chercheurs d'ailleurs étudient ce roman sous cet angle, notamment Terry Ingleton dans son livre A Marxist Study of the Brontes, qui peut être traduit comme une étude marxiste des sœurs Brontë. Un livre où il présente d'ailleurs le personnage de Heathcliff comme une figure du système capitaliste. Bien évidemment, on ne peut pas considérer que c'est la seule et l'unique lecture des Hauts de Hurlevent. On ne peut pas retirer à cette œuvre son identité profondément mystique et son imaginaire tourné vers le surnaturel. Cependant, la lecture sociopolitique me paraît, sinon nécessaire, une clé pour mieux comprendre certains enjeux du livre. Comment comprendre la cruauté de Heathcliff sans prendre en compte le rejet et la maltraitance qu'il subit pendant toute son enfance? Comment comprendre le déchirement intérieur de Catherine Earnshaw sans avoir en tête l'oppression bourgeoise et patriarcale de la société victorienne? La lecture sociopolitique de l'œuvre d'Émilie Brontë n'est pas précise et l'autrice elle-même n'a jamais affirmé ou non l'aspect politique de son œuvre. On peut néanmoins noter que Les Hauts de Hurlevent est clairement inspiré par la région du Yorkshire, une région en Angleterre où vécut la famille Brontë, et cette région, on peut voir qu'elle est mentionnée lors du chapitre 21 du roman. Dans son ouvrage The Brontes and Their World, excusez-moi pour l'accent anglais, Phyllis Bentley dépeint la région du Yorkshire comme une région ouvrière et agricole avec des terres peu fertiles. C'est une région où les travailleurs ont résisté à l'arrivée des machines, et en 1812, il y a eu des émeutes à... Je suis obligée de lire le nom parce que sinon je vais pas réussir à le prononcer. Des émeutes ont eu lieu à Artshed. Artshed. Je vous l'écrirai parce que je ne sais pas le prononcer. Et d'ailleurs, toujours d'après Phyllis Bentley, Monsieur Brontë, Mr Brontë, plutôt on va dire, était ministre dans cet endroit. Toujours dans le même livre, Phyllis Bentley avance que ces émeutes et les conditions de vie difficiles de cette région ont profondément inspiré les sœurs Brontë dans leurs récits. Et au-delà d'Emily, il y a aussi Anne et Charlotte. Dans la même idée, l'essayiste Stevie Davis avance que Émilie Brontë a vu de ses propres yeux les défaillances de l'industrialisation quand elle est allée à Manchester en août 1846. Bref, tout ça pour dire que il est fort probable qu'Émilie Brontë ait eu une conscience politique et qu'elle ait tenté de transmettre un message politique dans son œuvre. Dans tous les cas, même si Émilie Brontë n'a pas écrit son roman dans un but politique, il reste toutefois intéressant d'en avoir cette lecture, d'autant plus que la dimension sociale a une très grande importance dans ce roman et transparaît tout au long du roman. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de faire une petite introduction. Les Hauts de Hurlevent, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Les Hauts de Hurlevent, c'est l'un des classiques les plus célèbres de la littérature anglaise. Publié en 1847, il est le seul et l'unique roman d'Émilie Brontë. Elle a fait qu'un seul roman dans sa vie, sinon elle a écrit de la poésie. Ce roman se situe dans un environnement entouré de landes qui est très éloigné de la ville. Ça c'est un point très important, ce roman se situe vraiment au cœur de la nature. Et dans ce roman, on va suivre l'histoire de deux familles sur 2 générations. Tout d'abord, on a la famille Earnshaw qui vit en plein milieu des Landes dans une maison qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent. Les personnages principaux de cette famille sont le grand frère, Hindley, et la petite sœur, Catherine. Et au début de l'histoire, la famille Earnshaw adopte un garçon que le père de la famille trouve apparemment dans la rue, qui s'appelle Heathcliff. Heathcliff deviendra très proche de Catherine et sera maltraité par Hindley. Leurs destins seront ensuite liés à la famille Linton, qui vit un peu plus loin, qui vit dans une maison qui s'appelle, je vais le dire qu'une fois parce que c'est impossible à dire, c'est impossible à prononcer, mais même à l'écrire, je ne sais pas comment ça s'écrit. Attends, est-ce que Google Traduction peut le prononcer? Parce que moi vraiment... Thrushcross Grange. Ah, on tient quelque chose. Thrushcross Grange. Elle le prononce beaucoup mieux que moi. Il y a plusieurs personnages dans la famille Linton, mais moi je vais plutôt me concentrer sur Edgar Linton, qui est le fils de la famille, et qui a du coup plus ou moins le même âge que Catherine Heathcliff. Déjà, ce qui est important à noter dans Les Hauts de Hurlevent, c'est que le contexte social est très important, notamment les 2 familles que je vous ai citées, les Earnshaw et les Linton, ne sont pas du tout dans la même classe sociale, et ce fossé social entre les 2 familles
est d'une importance capitale dans cette œuvre parce que, en fait, s'ils étaient de la même classe sociale, il n'y aurait pas eu de livre, en fait, tout simplement. La famille Earnshaw fait partie de ce qu'on appelle la noblesse terrienne, qui est en gros une classe sociale qui n'est pas pauvre, mais qui est quand même inférieure à la bourgeoisie. En fait, c'est la classe sociale des propriétaires agricoles, tandis que la famille Linton, à côté, est une famille bourgeoise. Ce fossé social qui sépare les deux familles se retrouve dans l'espace géographique, puisqu'Emily Brontë utilise cet espace et les lieux comme marqueurs sociaux. Notamment, on peut voir ce fossé social dans la différence entre les deux maisonnées. Les Hauts de Hurlevent, la maison des Earnshaw, c'est une ferme, alors que la maison des Linton, avec ce nom imprononçable, c'est une maison qui représente la bourgeoisie même. Il y a des dorures au plafond... Kevin, il joue des moulures au plafond là. Bon bref. L'intérieur de la maison apparaît comme un étalage de la richesse de ses habitants. C'est un endroit splendide aux couleurs étincelantes. Et au chapitre 6 par ailleurs, Heathcliff est devant cette maison et on a le droit à son regard sur cette maison. Il décrit la maison comme un paradis et on voit la richesse de la maison briller dans ses yeux. Et ce regard d'Heathcliff sur tout ça est très important parce qu'Heathcliff, lui, il est condamné à regarder cette richesse, mais il ne peut pas la toucher et encore moins la posséder. Dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs clés de lecture sociopolitique de cette œuvre et je vais en particulier analyser les personnages de Heathcliff et Catherine qui sont pour moi le symbole même de la lutte des classes. Bien sûr, dans cette vidéo, je n'aurai pas le temps de me pencher sur tous les éléments sociopolitiques de cette œuvre, notamment là je vais me concentrer sur la première génération, donc avec Heathcliff, Edgar et Catherine. Il y a beaucoup d'autres éléments sociopolitiques, notamment dans la deuxième génération, mais je vais pas me pencher là-dessus, sinon la vidéo durerait 2 heures. Pour bien comprendre les enjeux politiques des Hauts de Hurlevent, je pense qu'il est important de comprendre la thématique du rapport entre la nature et la culture. La thématique de l'opposition entre nature et culture traverse l'entièreté du roman et on retrouve cette thématique dans chaque personnage, dans chaque action, dans chaque détail. Et on retrouve notamment cette thématique dans les personnages Catherine et Heathcliff qui sont pour moi le symbole même de la lutte entre la nature et la culture. Alors nature, culture, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais faire simple, parce que ce sont des termes qui sont utilisés en philosophie et en sociologie, et j'ai pas le cœur à vraiment à parler de ça, parce que sinon on passerait 1000 ans là-dessus. Donc bien sûr, là je m'apprête à résumer ces termes, bien sûr on pourrait... j'ai fait un mémoire entier sur le rapport entre nature et culture, donc voilà. La nature, ça représente une vie simple et primitive, sans fioriture, qui est au plus près de la nature... de l'environnement. Et surtout, c'est un concept qui résiste à toute idée de développement. Du coup, c'est un concept qui est beaucoup rapporté à la sauvagerie, à la barbarie, du coup des termes qui sont vus d'une manière négative, tandis que la culture, c'est l'avancement des conditions de vie, c'est le progrès dans tous les domaines. Donc en gros, quand on voit ça comme ça, on se dit « Ah bah la culture a l'air beaucoup plus positif que la nature ». Sauf que, ce qui est synonyme de progrès pour la culture, c'est la construction d'urbanisme, c'est les systèmes de production, donc notamment on peut penser à l'industrialisation, et tout ça, ça apparaît surtout comme une grosse machine qui est prête à tout dévaster sur son passage, une machine qui est prête à dévaster la nature et son lien, son rapport avec les hommes. Du coup, la culture considère la nature comme barbare, mais au final... En fait, le conflit entre nature et culture apparaît non seulement comme une opposition entre deux idéologies, mais c'est aussi et surtout un sujet de société contemporain à chaque époque. Ce conflit prend forme par exemple dans la contestation des paysans face à l'introduction des nouvelles machines, des machines qui représentent la société industrielle qui est prête à dévaster la nature et qui entraînent la fin de la communion directe entre les hommes et la nature. Bien sûr, je précise une fois encore que j'ai fait un gros résumé de ce que c'est, et puis en plus je suis pas philosophe. Donc dans le cas des Hauts de Hurlevent, on peut rapprocher le concept de nature de la famille Earnshaw, parce que ce sont des travailleurs de la terre qui travaillent dans une ferme, et qui sont au cœur d'un environnement de campagne, d'un environnement complètement naturel. Tandis que la famille Linton, elle, symbolise plutôt la culture, au travers de leur bourgeoisie, de leurs codes sociaux proches de la ville, de leur éducation, etc. Maintenant je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, et je vais commencer à analyser le personnage de Heathcliff dans une lecture sociopolitique. Quand il est enfant, Heathcliff est maltraité par Hindley Earnshaw, qui est du coup le grand frère de Catherine. Heathcliff est quotidiennement humilié, il est forcé à travailler, tandis que Catherine, elle a le droit d'aller jouer dans les champs et surtout elle a le droit d'étudier. Bien sûr, on ne peut pas ignorer que la violence sociale que subit Heathcliff a un rapport avec sa peau noire, mais je ne suis pas concernée par le racisme, donc je vais pas m'étaler sur ce sujet dans cette vidéo, parce que c'est pas ma place d'en parler. En revanche, il y a des études qui ont été faites sur le racisme que subit Heathcliff, notamment par Lucija Peris dans son mémoire Breaking the Taboo, Slavery et... Oh là là, je vais pas réussir à le dire en anglais. Slavery and Dehumanization in Adaptations of Emily Brontë's Wuthering Heights. Dans ce mémoire, en tout cas, cette personne parle du racisme que subit Heathcliff et de la suprématie blanche qui est dans le récit. Dans tous les cas, cette humiliation et cette maltraitance que subit Heathcliff tout au long de son enfance résulte de son absence de statut social, parce que c'est un enfant qui a été adopté, parce qu'il a été retrouvé dans la rue. Cette violence sociale, elle résulte tout simplement du fait qu'il fasse partie des minorités. Parce qu'il n'a aucun statut social, il n'a même pas de nom de famille, il n'a aucune richesse,
Il a rien en fait, Heathcliff. Durant le roman, à un moment, il y a une ellipse de 3 ans, durant laquelle Heathcliff part. Je sais pas à quel point je peux spoiler ou pas dans cette vidéo, je me dis si vous la regardez c'est que vous avez sans doute déjà lu ce roman, mais d'un autre côté peut-être que vous la regardez pour vous donner envie de le lire, donc voilà. En tout cas, il y a une période de 3 ans où Heathcliff est absent et on apprend que durant cette période il est devenu riche. Et cette richesse, on sait même pas comment elle est venue, en tout cas le mec est devenu riche. Je sais pas comment il a fait, j'aimerais qu'il nous donne ses tips. Mise au point, comment je suis devenu riche. Merci Heathcliff. Cette soudaine fortune permet à Heathcliff de revenir au haut de Hurlevent et d'assouvir sa vengeance en prenant possession de la maison et en maltraitant tout le monde autour de lui, notamment Arton, qui est le fils de Hindley, du coup le mec qui le maltraitait quand il était petit. Oui, il y a beaucoup de gens dans ce roman. C'est à partir de ce moment-là que l'image d'un Heathcliff cruel, d'un Heathcliff bourreau prend place. Et en effet, quand on parle de Heathcliff, souvent les gens voient un personnage cruel, un personnage abominable. Et ça c'est sûr, la cruauté de Heathcliff est indéniable et il fait des choses vraiment affreuse. Des fois t'es là devant le bouquin, mais pourquoi fais-tu cela? Mais moi ce qui me pose question, c'est que au début du récit, on a affaire à un Heathcliff qui, voilà, je vous dis pas que c'est un ange, c'est un enfant comme un autre en fait. C'est pas un ange, mais voilà, il est plutôt calme, il est gentil, et notamment moi je me souviens d'une scène où Hindley, là, le mec horrible, il fait tomber son bébé et Heathcliff le rattrape. Bon, vous allez me dire, tu vas pas offrir une médaille à Heathcliff parce qu'il sauve un bébé. Non, clairement. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a clairement un décalage entre le Heathcliff du début de l'histoire et le Heathcliff de la fin de l'histoire. Et moi ce que je me suis dit, c'est que Heathcliff, il devient pas cruel et méchant du jour au lendemain. Cette cruauté, en fait, elle a une source. C'est au travers de la cruauté de Heathcliff et de la maltraitance qu'il fait subir tout autour de lui que l'on peut voir l'étendue de son traumatisme. En fait, quand on observe, on peut voir qu'il fait subir à Arton tout ce que lui-même a subi quand il était plus jeune. Il le prive de culture, il le force à travailler, il l'humilie, il le maltraite. En fait, on peut dire qu'Heathcliff devient, au travers de sa fortune et de son élévation sociale, ce système oppressif qu'il a enduré durant toutes ces années. S'il reproduit ce système oppressif, c'est non seulement par traumatisme, mais aussi et surtout parce que quand il était plus jeune, on lui a toujours appris que c'était ce système qui gagnait. Tout comme il a été témoin du triomphe des classes dominantes quand Catherine a choisi de se marier avec Edgar Linton plutôt que lui. Ainsi, Heathcliff devient un riche gentleman et il est persuadé, parce qu'on l'en a convaincu, que de cette manière, il gagnera à son tour. Cependant, en cherchant à s'accaparer de la fortune des Linton et des Earnshaw, Heathcliff approuve le système capitaliste et devient cette forme de domination qu'il a toujours contestée. Ce qui est intéressant avec le personnage d'Heathcliff, c'est qu'on souhaite autant sa victoire que sa défaite. Heathcliff devient certes un personnage cruel, mais c'est avant tout un personnage qui se venge de toutes les années de souffrance et de maltraitance qu'il a vécues. C'est avant tout un personnage qui se retourne contre le système oppressif qu'il a tant fait souffrir, et le moyen qu'il trouve pour battre ce système, c'est en devenant lui-même oppressif, parce que c'est dans cette idée qu'il a été élevé. Heathcliff est un personnage qui devient cruel, mais c'est avant tout une victime du système, et c'est ce système qui a fait de lui un homme cruel. D'autant plus que Heathcliff, au final, ne gagne pas réellement. Malgré sa richesse, on voit bien que Heathcliff ne représente toujours rien aux yeux des autres personnages. Il reste aux yeux des autres ce petit garçon, sans statut social, sans nom de famille, cette représentation du prolétariat. En fin de compte, il n'est pas si important de savoir si, au final, Heathcliff gagne ou perd. Il est une victime qui a voulu se rebeller. Il représente une révolte contre le système. Et il est à tout à chacun, lecteur et lectrice, de décider si cette rébellion, qui reste cruelle, est légitime ou non. Maintenant, je vais plutôt me concentrer sur le personnage de Catherine. Bien sûr, Heathcliff reste une part très importante de la vie de Catherine, donc je vais encore un peu parler d'Heathcliff, mais on va plutôt se concentrer sur Catherine. Les personnages de Catherine et Heathcliff, quand ils sont enfants, représentent la sauvagerie, qui est un état loin de toute civilisation, qui est au plus proche de la nature. La sauvagerie marque également une volonté de retour à l'état de nature, qui est la volonté d'un retour à une vie primitive. Donc le concept du retour à l'état de nature, Rousseau en a écrit des bouquins entiers. Catherine et Heathcliff passent leur temps dans la nature, à courir dans les landes. Ils sont complètement en osmose avec la nature. Mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à Catherine. La famille de Catherine, notamment, lui fait beaucoup de reproches par rapport à ça, parce qu'en tant que fille, elle est promise à un bon mariage, elle est promise à une bonne vie, alors une bonne vie selon les dictats sociaux de la société victorienne, bien évidemment. Et du coup, en étant promise à ce futur, elle ne peut pas se permettre un état d'esprit sauvage et un état physique sauvage également. Quand elle est enfant, elle peut encore se le permettre, mais une fois arrivée à l'adolescence, elle est obligée de capituler face aux exigences de la bonne société. Il y a un passage qui marque vraiment un tournant dans le récit, c'est un moment où Catherine se retrouve chez la famille Linton et elle y reste pendant 2 semaines. Quand elle revient au haut de Hurlevent, après ces 2 semaines de vacances chez les Linton, enfin de vacances, elle revient tranquillement au haut de Hurlevent
Et en fait, elle revient en étant la représentation parfaite de la jeune fille bourgeoise. Elle est décrite comme étant bien distinguée, élégante, bien coiffée, tout ça, tout ça. Déjà, ce que je trouve intéressant à noter, c'est que Catherine, elle revient au bout de 2 semaines en étant totalement une personne différente. Et surtout, c'est un changement qui est brutal. C'est pas vraiment une évolution. C'est un changement qui n'a aucun rapport avec son caractère. Et tout ça, ça se passe en l'espace de 2 semaines. Du coup, ça ressemble un petit peu à un lavage de cerveau, en fait. On l'a vraiment prise comme une poupée, on l'a maquillée, on l'a rendue bien distinguée, bien comme les dictats sociaux de l'époque voulaient que les jeunes filles soient, et elle revient comme ça, et c'est très automatique, c'est très robotique. Et je trouve ça vraiment super intéressant que Émilie Brontë l'ait montré comme ça. Elle n'a pas fait en sorte que Catherine soit intriguée et fascinée par la vie bourgeoise et qu'elle ait eu envie de devenir bourgeoise. C'est vraiment présenté en fait un peu comme étant un lavage de cerveau. Du coup, ce changement chez Catherine, ça marque non seulement une rupture entre elle et sa nature sauvage, mais ça marque également une rupture entre elle et Heathcliff. Et notamment, lorsqu'elle revient, il est écrit que Heathcliff, il prend ses distances, il se cache, il n'a pas envie de la regarder. Et en fait, ce que je pense, c'est que Heathcliff, il n'a pas peur en voyant qu'elle a changé. Pour moi, il prend peur parce qu'il a conscience de ce que ce changement signifie. En devenant distinguée et élégante et en mettant de côté sa sauvagerie, Catherine, en fait, elle devient comme les autres. Elle devient comme les bourreaux de Heathcliff. Elle devient finalement un symbole du système oppressif et elle devient le symbole du triomphe de la culture sur la nature. Et à partir de ce moment-là, Heathcliff, il se retrouve seul au monde parce qu'il a perdu la seule personne qui le comprenait vraiment. Catherine finit par se marier avec Edgar Linton, et bien qu'elle soit attirée par son élégance et par sa bourgeoisie, c'est pas par gaieté de cœur qu'elle le choisit. Elle sacrifie sa véritable nature, sa nature sauvage, pour s'assurer un avenir. Et dans le même temps, elle laisse une chance à Heathcliff de s'assurer lui-même un avenir. On comprend ça parce qu'en fait, il y a un moment dans le livre où, en gros, elle dit que que c'est Heathcliff l'homme de sa vie, c'est lui son grand amour, mais elle choisit de ne pas se marier avec lui parce qu'elle sait que s'ils s'échappent ensemble, ils auront aucun argent, ils auront aucun statut social, ils auront rien, ils auront vraiment une vie misérable. En fait, elle renonce à Heathcliff pour lui laisser la richesse et l'élévation sociale qu'il aurait jamais pu avoir s'il était avec elle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Catherine dans les livres, qui disent que voilà, elle est chiante, gna 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 gna, je sais pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas Catherine. Et je suis en mode, mais elle est tellement mature, genre là ce que je vous dis, elle fait ça, elle a 15 ans. Et ça montre à quel point elle est mature. Et un jour j'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais Catherine en fait elle est extraordinaire. Elle a une maturité quand elle est adolescente qui est incroyable. En fait ça montre non seulement sa maturité, mais aussi ça montre à quel point les codes sociaux et l'importance du statut social, c'est gravé chez tout le monde en fait. Tout le monde a conscience de ça. Du haut de ses 15 ans, Catherine a bien compris quelle classe sociale est dominante et dans quelle norme sociale elle doit rentrer pour être acceptée. Elle comprend que dans ce monde régi par les hautes sphères de la société, elle ne peut se faire une place dans cette société qu'en acceptant le monde bourgeois de Linton. Alors certes, elle aurait pu refuser le mariage et décider de s'échapper avec Heathcliff pour vivre une vie de liberté, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir envie de vivre une vie paisible, d'avoir envie de vivre une vie riche plutôt qu'une vie misérable? Peut-on lui en vouloir d'essayer de laisser une chance à Heathcliff, lui qui a eu 0 chance de toute sa vie? Lorsque Heathcliff revient après son absence de 3 ans, c'est également la nature qui revient avec lui et cette vie de liberté loin de tous les dictats sociaux. Et ce retour bouleverse tellement Catherine qu'elle finit alitée. Loin des Landes, enfermée dans un lieu représentatif de la bourgeoisie, du coup la maison de la famille Linton, elle ne peut que dépérir. Et on peut d'ailleurs avancer que c'est cette vie de bourgeoisie qui finit par tuer Catherine. Parce que c'est dans un tel endroit qu'elle meurt, alors que lorsqu'elle était dans les Landes, elle semblait revivre et elle était libre et elle était en communion avec sa véritable nature. Alors que là, dans cette vie de bourgeoisie, elle n'est pas elle-même et elle ne peut que dépérir. C'est pourquoi elle demande à redevenir la petite fille libre et sauvage qu'elle était autrefois, loin de toute norme sociale, loin de toute dorure, loin de cette vie de bourgeoisie en fait qui ne lui correspond pas. Et elle le fait savoir dans une citation qui est l'une de mes citations préférées du monde, et c'est une citation qui me bouleverse à chaque fois. Bah tiens, je vais prendre le livre pour vous la lire, c'est pas magnifique ça? Donc là j'ai cette édition très belle, qui a des petites traces par contre ici, sniff. Du coup là je vous lis la citation dans sa version française. Je voudrais être dehors, je voudrais me retrouver petite fille, à demi sauvage, intrépide et libre, riant des injures au lieu de m'en affoler. Pourquoi suis-je si changée? Pourquoi quelques mots font-ils bouillonner mon sang avec une violence infernale? Je suis sûre que je redeviendrais moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines. Ce livre me fait souffrir. Et cette citation, je trouve, elle veut tellement tout dire. Elle dit « Je suis sûre que je redeviendrais moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines. » Et en fait, elle signifie que elle est véritablement elle-même au milieu de la nature, mais
dans cette vie de château, dans cette vie de dorure. Elle n'est pas elle-même, et c'est pour ça que c'est un endroit où elle ne peut que dépérir. Et on peut voir que Catherine exprime le désir de retourner dans les Landes, mais elle ne le demande jamais explicitement. Et c'est sans doute parce qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas fuir les normes sociales. Il y a une autre citation de Catherine que je trouve super intéressante, c'est un passage lors du chapitre 9. Oh là là, je retombe sur des passages tellement beaux. En fait, dans ce passage, Catherine raconte un rêve qu'elle a fait à Nelly, qui est un peu la gouvernante de la maison. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure. Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande, sur le sommet des hauts de Hurlevent, où je me réveillais en sanglotant de joie. Et après elle dit, ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff. Aussi ne saura-t-il jamais comme je l'aime, et cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente des nôtres, qu'un rayon de lune d'un éclair ou que la gelée du feu. En fait, ce que je trouve intéressant dans cette citation, c'est que Catherine, en fait, rejette le paradis. Elle est au paradis et elle pleure, elle ne veut pas y être. Et les anges, ils sont saoulés par elle et du coup, ils la font retourner dans les Landes. Elle retourne au haut de Hurlevent et là, elle sanglote de joie et elle est heureuse. Et en fait, je me suis dit, en analysant un petit peu, le paradis, je pense qu'on peut le rapprocher un peu de la maison d'Ellington. Et c'est quelque chose que je pense parce que, notamment, je vous expliquais tout à l'heure, dans le chapitre 6, Heathcliff, il tombe sur la maison, enfin il tombe, en gros il courait avec Catherine et ils sont allés à la maison d'Ellington. Bon bref, il voit la maison d'Ellington et il la décrit comme un paradis. Parce que voilà, c'est vraiment un étalage de richesse, c'est beau, il y a des dorures au plafond partout. Je sais pas pourquoi je prends l'exemple des dorures au plafond, genre. Pour moi c'est l'image de la richesse, c'est les dorures au plafond, très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et Heathcliff, il décrit cet endroit vraiment comme un paradis, tellement tout est beau. Et ici, Catherine, elle dit qu'elle est au paradis, mais qu'elle ne se sentait pas chez elle, et que tout ce qu'elle voulait, c'était retourner sur la terre, retourner dans les Landes, retourner au haut d'Hurlevent. Et donc moi je me dis, en fait, ce paradis dont elle parle, en fait c'est un peu la maison d'Ellington et un peu cette vie de bourgeoisie qui n'est pas faite pour elle et qu'elle ne veut pas. Il y a beaucoup d'autres passages dans Les Hauts de Hurlevent qui témoignent de l'aspect sociopolitique de cette œuvre. Et j'aimerais notamment vous citer juste un petit exemple. C'est une scène dans la deuxième génération, du coup c'est au chapitre 21, donc plutôt vers la fin du livre. Et je vais essayer de dire, pour ne pas trop spoiler, mais les enfants des personnages de la première génération, donc les enfants de Catherine et Heathcliff et Edgar Linton, tout ça, ces enfants se moquent de Harton, qui est du coup le fils de Hindley qui est maltraité par Heathcliff. Harton, comme je vous disais tout à l'heure, Heathcliff le prive totalement d'études et de culture parce que lui-même l'a vécu. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, Harton essaye de lire un panneau et il est incapable de le faire. Il balbutie et du coup les autres enfants se moquent de lui. Et il est précisé à ce moment-là que Heathcliff, qui est présent lors de la scène, jette un regard aux enfants qui se moquent, qui est un regard empreint d'une singulière aversion, qui témoigne, je trouve, du ressentiment d'Heathcliff envers le mépris de classe. Voilà, je vous ai cité un peu pour moi les éléments principaux de la lecture sociopolitique des Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Mais bien évidemment, la littérature est propre à chacun et à chacune. Les Hauts de Hurlevent, c'est une œuvre riche et complexe qui ne mérite pas qu'une seule interprétation, bien évidemment. Mais je trouve néanmoins que la lecture sociopolitique est importante pour Les Hauts de Hurlevent. Je pense que c'est vraiment une clé de lecture qui permet de mieux comprendre les enjeux des personnages. Parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, je vois beaucoup de gens qui parlent des Hauts de Hurlevent en disant que les personnages sont mauvais, qu'ils sont méchants, qu'ils font des choses cruelles. Et pour moi, en fait, c'est très réducteur de dire ça. Personnellement, je considère pas que ces personnages sont cruels. C'est des personnages qui font des choses cruelles et qui clairement sont loin d'être parfaits, mais pour moi, avant tout, ils sont victimes d'un système. Dans tous les cas, ce roman contient d'innombrables clés de lecture qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, et qui d'ailleurs, je pense, sont liées les unes aux autres, et du coup, ce qui est bien, c'est que chacun et chacune peut se faire sa propre interprétation. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle me tenait vraiment à cœur, ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire. C'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur, et c'est notamment pour ça que j'ai fait un mémoire entier là-dessus. Donc là, les éléments que je vous ai cités, c'est un petit peu des petits éléments que j'ai glissés par-ci par-là dans mon mémoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, des lectures sociopolitiques d'autres œuvres, ou bien tout simplement si vous souhaitez d'autres vidéos sur les Hauts de Hurlevent. Moi je suis toujours partante parce que ce livre est un de mes livres préférés, je pense que vous le savez. J'aime sincèrement ce livre de tout mon cœur, et ce que je pense c'est qu'il y a encore plein de mystères dans ce livre. Je pense qu'on peut l'étudier, l'analyser encore et encore, et je pense qu'il y a beaucoup de clés, beaucoup de détails qu'on comprendra jamais vraiment, parce que Émilie Brontë a emporté avec elle dans sa tombe ses secrets. Je me suis perdue dans un truc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le cœur vous en dit. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.